Bonjour tout le monde, bienvenue. On va encore attendre quelques minutes avant de commencer. Je vois que le numéro de participants augmente encore, donc je vais encore donner 2 minutes aux gens d'entrer et puis on va démarrer. Voilà, peut-être encore quelques secondes avant de démarrer. Voilà, je pense qu'on est bon là. Bienvenue tout le monde. Merci de vous joindre à nous pour ce webinaire sur la gestion des talents. Stopogashi du potentiel. Avant de commencer, je voudrais me présenter. Je suis Tim de Troch, je suis le PDG de Wapi. Et Wapi est une plateforme de gestion de talents qui fait partie du groupe SDWorks depuis avril dernier. Le groupe SDWorks offre des services en RH et payroll de la paye partout en Europe. Et voici mon profil dans notre propre environnement Wapi, comme ça vous savez à quoi ça ressemble. Mais pas de souci, hein, ce sera le dernier screenshot que je vais vous montrer. Hein, donc, on va surtout parler de comment utiliser le potentiel de vos employés et pas de la plateforme. Mais l'une des choses que vous pouvez tout de suite constater est que le français n'est pas ma langue maternelle. Mais je vais faire de mon mieux pour vous expliquer mon histoire aussi clairement que possible. Avant que vous ne posiez la question, Wapi, d'où vient le nom? C'est une question que je reçois très souvent. C'est en fait une combinaison entre human et happy, reflétant notre vision d'un lieu de travail où les talents s'épanouissent. Aujourd'hui, je vais vous donc expliquer comment maximiser le potentiel de vos employés. Et c'est primordial car nous constatons encore trop souvent que le potentiel est sous-utilisé. C'est regrettable pour les employeurs, mais aussi pour les salariés eux-mêmes. Donc aujourd'hui, concrètement, avant de démarrer, je voudrais mettre en place les cadres, puis je vais vous donner quelques indices vraiment pratiques. Donc ce sera vraiment des conseils, des étapes à suivre. Je vais aussi parler un peu de ce que nos clients ont fait. Et entre-temps, on va aussi lancer quelques sondages pour voir où vous en êtes sur les différents sujets. Donc, le cadre. Donc, avant, dans le passé, quand on parlait de la croissance personnelle, on parlait de mener. Si quelqu'un faisait son boulot très bien, cette personne devenait le manager de l'équipe. C'est toujours une façon d'avancer dans sa carrière, mais aujourd'hui, évidemment, on a reconnu que ce n'est pas la seule. Il y en a d'autres. Et je pense par exemple à nos experts, des personnes qui se sont tellement spécialisées, qui sont devenus très performants, et nous ne pouvons pas nous passer de nos experts. Et souvent, ces experts aiment aussi partager leur expérience. Alors on parle de guider, c'est très bénéficiel pour le stagiaire et pour la personne qui donne le mentoring, le mentor. Pour lui, il les reconnaît, il est satisfait qu'il peut partager sa connaissance et le stagiaire apprend sur le tas auprès d'un expert. Une autre possibilité est que grâce à la mobilité interne ou à un projet, quelqu'un puisse faire autre chose et élargir ses compétences. Ces personnes sont très utiles pour soutenir la vision de l'entreprise, parce qu'ils connaissent un peu tout, et aussi pour créer des ponts entre les différents départements. Une dernière option qui est devenue plus en plus possible est de prendre une pause.
Avant, on ne pouvait pas en parler, les gens le faisaient de temps en temps, mais ils ne pouvaient pas en parler. Maintenant, c'est possible de dire à son responsable, écoute, dans quelques mois, dans quelques années, je voudrais quand même prendre une pause. Donc, il y a plus d'options maintenant que juste d'avancer, de devenir un manager. Alors, donc, croissance personnelle, il y a 3 étapes à suivre. La première, on vient d'en parler, c'est de définir et communiquer sur la diversité des options de croissance. Donc, on vient de les présenter. Il faut présenter à vos travailleurs que pas tout le monde est censé devenir manager. Il y a plus d'options. Et puis, il faut réfléchir qu'est-ce que vous voulez faire pour que cette croissance se produise. Quelles actions concrètes allez-vous entreprendre? C'est surtout sur la deuxième partie, sur la deuxième partie que je vais donner quelques indices, que je vais essayer de vous aider comment aborder ça. Comment voulez-vous que l'on parle de la croissance au sein de votre entreprise? Et dernièrement, très important aussi, il faut engager ses collaborateurs. Une fois que vous savez ce que vous voulez faire, vous devez obtenir l'adhésion de vos collaborateurs. Nous savons tous que la gestion du changement est très importante, mais c'est pas facile. Et malheureusement, il n'existe pas de solution miracle. Donc, il faut impliquer les employés dans vos projets et réfléchissez avec eux à la meilleure façon de faire passer le message à tous les employés. Mais donc, comment s'y prendre concrètement? Quelles sont les choses que nous pouvons faire pour développer les employés et pour maximiser leur potentiel? Il y a bien sûr beaucoup plus d'options, mais aujourd'hui, je vais parler de 4 leviers spécifiques. Les compétences, le feedback, qui est un retour sur quelque chose que quelqu'un a fait, les objectifs de l'entreprise et la revue de la performance continue. Commençons par les compétences. Et ici, on va commencer par un petit sondage. Donc, si tout va bien, ma collègue Clémence peut lancer un sondage maintenant. Moi, je ne le vois pas. Si. Il est en cours. Voilà. Donc, on voit que la majorité, pour l'instant, n'a pas du tout une vue sur les compétences dans l'organisation. Ça évolue encore. Ouais. Donc, un peu plus que la moitié n'a pas de vision sur les compétences dans la société. Plus ou moins un tiers a déjà fait l'exercice une fois, et ça bouge encore. Mais il y en a quand même pas mal aussi qui ont un aperçu continu grâce à un outil. Donc, voilà. Donc, les compétences. Donc, cartographier et identifier les compétences, c'est la première étape. Il faut savoir quelles sont les compétences dont vous disposez actuellement. Bien évidemment, vous pouvez confier cet exercice à une société de consultance externe, mais alors vous avez seulement la situation actuelle. Vous ne pouvez pas suivre les évolutions. Donc, il vaut mieux utiliser ce budget pour créer une culture des talents durables dans votre organisation à l'aide d'un outil et responsabiliser votre personnel. Dans notre outil WAPI, mais aussi dans d'autres, les gens peuvent mettre à jour leurs compétences continuellement à l'aide de l'intelligence artificielle. Dans le monde d'aujourd'hui, des compétences et des emplois apparaissent et disparaissent tout le temps. Donc, il faut vraiment pouvoir faire cet exercice de manière continue. Un de nos clients qui est actif dans le secteur dit télécom l'a fait aussi et ils ont aussi mis leurs externes. Et comme ça, ils peuvent vraiment voir
quelles compétences est-ce qu'on gagne, hein, parce qu'on les recrute, ou soit on les développe, ou on les prend en consultance, hein, donc on les loue en fait. Et comme ça, ils peuvent vraiment prendre des décisions stratégiques. Euh, Quelles compétences cruciales est-ce qu'on loue trop souvent, est-ce qu'on n'a pas sur la paye? Ou ils peuvent aussi voir, bien évidemment, les compétences qu'ils perdent, parce qu'il y a des gens qui quittent la société, alors les compétences disparaissent aussi. Et ça aide vraiment à avoir une vue globale et prendre les bonnes actions pour faire développer les gens. Oh, pardon. Euh, Pardon, il y a un petit souci là. Pardon. Pardon pour ça. Hop. Donc, voilà. Mais donc, une fois... ah non, donc... Ouais, pardon, j'ai perdu un peu l'histoire de... Oui, j'en étais. Donc, ouais, la cartographie, c'est ça. Hein, la deuxième étape, hein, après ça, c'est de réfléchir à quelles compétences manquent pour répondre aux besoins futurs. Et sur la base de cette analyse, vous pouvez déjà commencer à planifier des actions. Et un exemple d'action concrète basée sur cette cartographie est la personnalisation de la manière dont vous apportez l'apprentissage. Hein, pour certains, il s'agira d'une formation spécifique, et pour d'autres, hein, comme on vient d'en parler, il s'agira de trouver un mentor au sein de l'entreprise. Mais il y a bien sûr d'autres actions. Hein. La croissance peut aussi signifier l'exercice d'une nouvelle fonction temporaire, hein, sur un projet, ou permanent. Comme toutes les compétences sont répertoriées, hein, vous pouvez vraiment commencer à utiliser les forces de chacun. Nous connaissons tous des managers qui cachent leurs bons travailleurs, hein, qui ne veulent pas que la personne s'évolue, mais on voit aussi dans le marché du travail actuel, si quelqu'un veut évoluer dans sa carrière, est prêt pour une prochaine étape, et le manager fait tout pour empêcher une mobilité interne, nous savons qu'on va perdre cet employé. Hein, donc, il ne faut pas empêcher la mobilité interne. Et on peut faire ça par en avant une vue globale sur les compétences de tout le monde. Hein. Comme ça, ce n'est pas le manager qui peut le cacher. Les compétences sont visibles pour tout le monde, ou pour d'autres managers, ou pour RH. Hein. C'est à vous de définir qui est-ce qui a une vue sur quoi. Un deuxième levier important, c'est le feedback. À quelle fréquence réalisez-vous des feedbacks? Les deux sont ouverts en même temps. Et à qui, hein, vous réalisez votre feedback, et à qui? Je suis déjà content de voir qu'il n'y a personne qui donne pas du tout du feedback. Et pour le reste, c'est assez bien divisé entre une fois par mois, 2 fois par an ou une fois par an. Et à qui est-ce qu'on donne du feedback, hein? Donc, c'est surtout entre employés managers, hein, donc des gens qui donnent du feedback à leurs supérieurs, ou des managers qui donnent du feedback aux membres de leurs équipes. Et entre collègues, c'est un peu plus rare. Hein.
Donc, le deuxième levier, le feedback, je pense que c'est bien, on se concentre de plus en plus sur le feedback. C'est une évolution positive, mais on ne sait pas comment commencer. On veut créer une culture de feedback, mais comment s'y prendre? Et l'un des conseils que nous donnons toujours est de veiller à que le feedback fasse partie d'un processus. Et j'ai deux exemples. Donc, le premier exemple, c'est de nouveau, ça vient de la société dans le secteur des télécoms dont j'ai parlé avant. Donc, ils vont vraiment lier les compétences au feedback. C'est-à-dire, les gens créent leur profil et misent des compétences sur leur profil. Et alors, tout le monde peut donner du feedback à chacun. Chacun peut donner du feedback à chacun. Bien évidemment, le feedback est personnel. Donc, même le responsable ne voit pas le feedback que quelqu'un a reçu. C'est vraiment pour la croissance, pour faire avancer. Et les gens peuvent dire, voilà, j'ai vu cette compétence sur votre profil. Et en effet, tu maîtrises vraiment bien, tu fais ça super bien. Ou j'ai vu ça, mais un petit conseil pour encore améliorer. Ou peut-être encore mieux, je ne vois pas du tout cette compétence sur votre profil, mais pourtant vous êtes super bon là-dedans aussi, donc il faut peut-être l'ajouter. Et comme ça, les gens commencent à se donner du feedback. Bien évidemment, on doit veiller à que c'est vraiment un feedback qui est lié à des choses que les gens ont vues, que c'est un comportement. Donc, quel est le comportement qui vous permet de dire que la personne X possède également cette compétence? Mais attention, ça c'est aussi une erreur qui est faite assez souvent. Ne vous concentrez pas trop sur la façon dont le feedback parfait doit être donné. En insistant trop sur ce point, vous risquez de décourager les gens. Oh, c'est compliqué ce feedback, je vais pas le faire, parce que je vais pas le faire correctement, donc il vaut mieux pas le faire. Ça, on veut éviter du tout, certainement. Donc, faut donner quelques petits conseils, mais pas tout. Il faut surtout pas faire ça, surtout faire ça. Si c'est trop compliqué, les gens vont pas le faire. Un deuxième processus où que le feedback peut être lié, c'est l'évaluation annuelle. Donc, c'est souvent une discussion entre employé et son manager, mais on peut aussi impliquer d'autres personnes, même des fournisseurs ou des clients, et demander leur feedback sur les performances, ou d'autres collègues, d'autres managers. Donc, comme ça, on peut aussi faire vivre le feedback dans votre organisation. Et ça nous amène directement au conseil suivant. Veillez à ce que le feedback ne se limite pas à une relation unidirectionnelle entre le manager et l'employé. Pour qu'il soit vraiment efficace, je vous conseille d'adopter une approche à la fois ascendante et descendante. Il faut que vos dirigeants adoptent et encouragent une communication ouverte. Cela signifie que vous devez en faire des modèles. Ils doivent donner fréquemment des feedbacks, mais aussi ils doivent être ouverts à recevoir du feedback. Sinon, ils vont décourager les gens aussi. Par ailleurs, veillez à ce que vos responsables ne sont pas les seuls à favoriser le feedback. C'est pour ça qu'on conseille aussi de travailler avec des ambassadeurs. Donc dans la média, dans DPG Média, nos clients aussi, ils ont vraiment assigné certains ambassadeurs qui encouragent leurs collègues de donner du feedback. Donc, il faut travailler avec des ambassadeurs pour boucler la boucle et apporter un soutien local et un confort en matière de feedback. Et ce conseil-ci, je le sais bien, il peut être un peu controversé. Bien sûr, on préfère tous qu'un feedback se fasse en face à face. Mais parfois, surtout au début, les gens ont quand même un peu peur. C'est pourquoi que la technologie peut parfois s'avérer utile. Une plateforme qui permet de donner plus de feedback, mais certainement pas, ça ne peut certainement pas remplacer le feedback. Donc, la technologie peut supporter, mais certainement pas remplacer. Et donc, en guise de récapitulation sur le feedback, donc donner quelques conseils sur la manière de donner un feedback, mais veiller à ne pas décourager les gens. Ça, c'est vraiment très important.
Commencez simplement et reliez le feedback à un processus existant. Veillez également à ce que le feedback soit perçu comme quelque chose de positif, hein. Il ne doit pas seulement porter sur ce que vous pouvez améliorer, mais aussi sur ce que vous faites bien. Troisième levier, un nouveau sondage sur les objectifs d'entreprise. Est-ce que vous utilisez des objectifs d'entreprise? Voilà. C'est quelque chose qui vit déjà bien chez vous, je vois, hein, donc il y a la moitié qui dit oui et les objectifs individuels sont liés aux objectifs de l'entreprise. Il y en a quand même aussi où il n'y a pas encore d'objectifs d'entreprise, mais il y a aussi entre les deux, hein, ils sont annoncés, hein, on sait où la société veut aller. Donc, comme vous le faites déjà, ou une grande partie d'entre vous, vous le faites déjà, hein, c'est important de communiquer commencer par une vision claire, hein. Et cette vision doit être traduite très concrètement en objectif d'entreprise. Mais ça ne doit pas se limiter à l'entreprise, ça peut être aussi à un autre niveau, un département, même équipe. Et après, hein, le défi sera d'aligner les membres de votre équipe de gestion et de définir le bon niveau de cascade qui correspond à la culture de votre entreprise et aux besoins de vos équipes. Donc, d'abord, communiquez clairement les objectifs à tous vos collaborateurs et veillez à ce que chacun comprenne son rôle dans la réalisation de ces objectifs, hein. Les employeurs peuvent alors réfléchir comment eux, ils peuvent contribuer à ces objectifs. Donc, non seulement vous obtiendrez potentiellement de meilleures idées que lorsque tout est imposé du haut, hein, donc c'est pour ça que la partie bidirectionnelle est très importante, mais en outre, il est beaucoup plus gratifiant pour un employé de réfléchir à sa propre contribution que de voir quelqu'un d'autre décider à sa place. Les gens se sentent beaucoup plus reconnus, hein. Je me réfère toujours à la célèbre histoire du gardien de la NASA, hein, lorsque John F. Kennedy lui demande en 1962 et vous, qu'est-ce que vous faites? Et la personne répond, hein, moi, j'aide un homme à aller sur la Lune. Hein, donc, quelqu'un est beaucoup plus motivé quand on voit à quel but final son travail peut aider. Et voilà, on est déjà au quatrième et dernier levier, la gestion continue des performances. Comment votre processus d'évaluation est mis en place? Est-ce que c'est bien une conversation par an où on définit les objectifs, on les revoit, hein, donc le mid-year review classique, et on évolue à la fin d'année, ou c'est quelque chose hein, que vous faites en continu durant l'année? Ouais. Donc la majorité hein, fait 2-3 conversations par an, hein, définir les objectifs, les revoir une fois et à la fin d'année faire une évaluation. Mais il y en a quand même aussi 18% ou voilà 25%. Il y en a quand même aussi qui font une gestion, qui font la gestion continue des performances. Et il y en a où que c'est vraiment qu'une conversation par an.
je pense que c'est important que la gestion des performances fasse vraiment partie du quotidien pour tout le monde. Hein. Ne considérez pas la gestion des performances comme un processus fastidieux nécessaire pour les RH pour déterminer qui doit recevoir une augmentation de salaire ou une prime ou pour voir qui est-ce qu'on doit virer. Non, il faut vraiment utiliser ça pour motiver et faire progresser les gens. Vous souvenez-vous de ces objectifs que nous avons demandé à l'employé de fixer en lien avec les objectifs de l'entreprise? Eh bien, faites en sorte que les employés les suivent tout au long de l'année, ensemble avec leurs responsables. Lorsque les employés et les managers se rencontrent pour leur one-to-one, demandez-leur de revoir aussi où ils en sont pour les objectifs. Est-ce que ce sont toujours les bons objectifs? Parce que ça, on voit souvent aussi qu'on définit des objectifs au début de l'année, mais que durant l'année, ça évolue et vers la fin de l'année, on veut faire autre chose. Donc, revois ça continuellement, vois où que la personne est bloquée, ou que le manager peut peut-être aider. Parce qu'en assurant un suivi étroit, vous pouvez être sûr que l'employé travaille aussi sur les bonnes choses. Pour l'employé, il n'y a rien de plus démotivant que de travailler dur sur quelque chose dont votre supérieur dira finalement « Ah oui, bon, c'est bien que c'est fait, mais pour moi, c'était pas si important que cela. » Donc, en assurant un suivi adéquat tout au long de l'année, vous pouvez également faire en sorte que la conversation de fin d'année porte davantage sur l'avenir que sur le passé. Tout au long de l'année, l'employé et le manager auront déjà discuté de tout. Donc, il est bon de résumer à la fin de l'année, mais ils peuvent ensuite se tourner vers l'avenir, vers l'évolution du salarié. Qu'est-ce que l'employé a appris? Qu'est-ce que le manager a peut-être appris? Dans quelle direction l'employé souhaite-t-il aller dans le futur? Un employé se réjouira beaucoup plus de ce type de conversation que de la manière dont il envisage actuellement les évaluations annuelles. Parce qu'on sait tous que, pour l'instant, les gens n'ont pas vraiment envie de faire partie de ça. Donc, voilà, en fait, ouais, j'aurais dû vous montrer ce slide ici. Donc, pour récapituler, commencer par une cartographie de compétences, créer une culture de feedback. Vous pouvez la lier aux compétences, comme la société dans le télécom a fait. Mais vous pouvez aussi lier le feedback aux revues de la performance. Travailler avec des objectifs de l'entreprise, soit au niveau supérieur ou à un niveau plus bas, et fait que la revue de la performance soit vraiment liée, quand le manager et l'employé se rencontrent durant l'année, qu'ils suivent les priorités déjà, qu'ils disent déjà ce qui va bien, ce qui va pas bien, pour que c'est quelque chose qui n'est pas là pour HR et pour RH, mais pour soutenir la bonne performance de la société même. Donc voilà, je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre dès maintenant. Je n'ai pas suivi le chat, donc Clémence, je ne sais pas s'il y a des questions. Un expert pour prendre contact après le webinaire. Quel outil conseilleriez-vous pour le suivi des compétences? Eh bien, évidemment, comme je suis le CEO de WAPI, moi je conseille WAPI. Donc, on a vraiment fait la solution pour suivre au quotidien. Donc, il y a beaucoup de solutions qui avaient un processus classique et qui ont vu l'évolution vers une évaluation permanente aussi et qui ont ajouté quelques fonctionnalités. Chez nous, c'est vraiment la base de la fonctionnalité. Donc, c'est vraiment fait pour que
l'employé soit dans la driver's seat, puisse aligner ses objectifs aux objectifs de l'entreprise, que le manager et l'employé puissent faire des check-ins, qu'ils puissent demander du feedback à d'autres. Hein. Donc, c'est vraiment tout ce que j'ai. Hein. Donc, évidemment, nous avons construit un outil qui soutient les processus dont nous pensons qu'ils doivent être, sur la façon dont nous pensons qu'ils doivent être menés. Donc, tout ce que je raconte ici, c'est soutenu par notre outil, bien évidemment. Comment convaincre la direction de l'entreprise de lancer une démarche de suivi des compétences? Eh ben, c'est une très bonne question. Je pense que dans le passé, on cherchait toujours quelqu'un pour une fonction qui avait toute une liste des compétences. Et dans le passé, on trouvait cette personne. La personne devait parler telle et telle langue, connaître ça, ça et ça, et on allait sur le marché et on le trouvait. Mais dans la situation actuelle, ce n'est plus le cas. Donc, on ne peut plus gaspiller du talent. On doit vraiment voir que toutes les compétences qu'on a, qu'ils sont utilisées. Donc, on ne peut plus dire cette personne a cette fonction et a cette responsabilité et donc doit utiliser cette compétence parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir trouver une personne qui peut la remplacer après. Donc, si quelqu'un puisse remplir les trous avec certaines compétences, c'est important de les trouver. Surtout quand quelqu'un a une certaine compétence, la personne voudrait bien utiliser cette compétence. Hein, donc, même si ce n'est pas pour son rôle principal, mais il ou elle peut aider quelqu'un en utilisant cette compétence, c'est très gratifiant pour cette personne. Donc, c'est pour ça que avoir une vue aide vraiment à demander aux gens, tiens, écoute, on a vraiment besoin de cette compétence-là, est-ce que vous pouvez pas nous aider? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas pour l'instant. Clément, si j'ai raté une question, tu peux me le dire aussi. Ah, je vois quelqu'un qui fait un feedback par semaine, c'est encore mieux. Travaillez-vous avec des consultants experts en compétences pour faire évoluer votre solution en plus? Par ailleurs, accompagnez-vous vos entreprises clientes pour l'élaboration de leur cartographie des emplois et répertoires? Nous utilisons, non, donc nous faisons pas ça. Je le connaissais pas, même JPEG. Donc merci pour le conseil, je vais le regarder. Ce que nous faisons en fait, c'est que on travaille avec nous avons notre propre set de compétences qu'on a construit tout au long des années. S'il y a un client qui a son propre set de compétences, évidemment, on va utiliser le set du client. Et puis, on travaille avec de l'intelligence artificielle. Donc, quelqu'un puisse charger son CV, puis on peut voir ce que la personne a fait dans le passé. Et à partir de ça, on va suggérer certaines compétences. Hein. Comme ça, on n'a pas le problème de la feuille blanche. Hein. Donc, quelqu'un aura déjà des suggestions pour dire, ah, tu as travaillé dans la finance, donc tu connais peut-être ça, ça et ça. Et la personne peut juste ajouter ou vérifier. Mais ce n'est pas la seule chose, hein, parce que, évidemment, en moyenne, ce sera correct. Hein, mais chaque individu est différente. Donc, même la personne qui travaille en finance peut connaître quelque chose du marketing et peut donc aussi ajouter d'autres compétences sur son profil. Mais donc, le JPEG, je ne le connaissais pas du tout. Donc, je vais le regarder après ce webinaire. Est-ce que ce ne ferait pas rajouter des missions à ceux qui auraient le plus de compétences? Oui, oui et non. En fait, on constate souvent que chaque entreprise a quelques personnes qui sont déjà consultées très souvent
parce qu'on sait que cette personne-là, il pourra nous aider. À chaque fois, on va toujours chez la même personne. Mais c'est juste parce qu'on ne sait pas qu'il y en a d'autres qui ont cette compétence. Et avec la cartographie des compétences, on peut voir, ah, mais regarde, cette personne n'est pas la seule qui connaît ça. On peut aussi aller vers d'autres. Et donc, on voit que nos clients qui ont fait ça, on voit qu'ils utilisent vraiment beaucoup plus de personnes pour des différentes compétences. Nous avons aussi un module pour des projets, pour lancer des projets, pour dire, voilà, j'ai un projet, je vais travailler sur ça, ça et ça. Ces personnes-là travaillent déjà dessus, mais on cherche encore quelqu'un pour cette compétence-là. Alors, les gens peuvent vraiment se mettre candidats eux-mêmes aussi pour dire, ah, écoute, moi, je veux peut-être travailler là-dessus de nouveau pour faire de la mutation interne ou pour faire travailler sur des projets transversales sur d'autres choses de l'entreprise. Comment établissez-vous des passerelles de mobilité possibles si les labels des compétences ne sont pas uniformisés? C'est une très bonne question. Donc, nous travaillons avec un système de l'intelligence artificielle qui a vraiment un réseau qui fait les liens entre les compétences. Donc, qui veut dire cette compétence-là est la même chose que cette compétence-là. Et c'est tout un réseau et les compétences sont liées à des personnes à la fois, mais aussi aux fonctions à la fois. Donc, soit les clients travaillent avec un catalogue et ils listent déjà les fonctions qui sont liées, soit on utilise aussi l'intelligence artificielle pour dire une fonction de gestionnaire de paye, cette personne doit avoir telle et telle compétence. Voilà. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Je laisserai peut-être encore quelques secondes. C'est dommage de ne pas proposer de sur-mesure les compétences n'étant pas les mêmes en fonction des secteurs d'activité. L'intelligence artificielle vous aide également à personnaliser. Non, ça on ne fait pas. Mais c'est aussi une très bonne suggestion pour améliorer notre intelligence artificielle en tenant compte des secteurs. Ouais. Merci pour le conseil. Désolé, j'essaie d'écrire. C'est pas grave, Mariam. Voilà, je pense qu'il n'y a plus de questions. Alors, je voudrais vous remercier pour votre attention et à la prochaine. Au revoir.